Un témoignage très émouvant qui nous montre aussi que l'art est une façon d'essayer de s'émanciper de la guerre. Et à Normandie pour la paix, on souhaite faire une place importante à ce sujet de l'art. Il y avait hier un débat qui s'intitulait Art et sciences. La paix est-elle le destin raisonnable de l'humanité? Et vous le voyez depuis hier, ils étaient déjà là l'an dernier, derrière moi, une reproduction en miniature de la sculpture des Braves. La sculptrice, elle est présente, Annie-Laure Banon. La sculpture des Braves, elle avait été réalisée pour le 60e anniversaire du débarquement et de la bataille de Normandie. Et à la veille du 75e anniversaire, Annie-Laure Banon publie demain un magnifique livre, Braves, aux éditions de La Flandonnière. Je vous invite à acheter ce livre qui est à la fois toute la genèse des Braves et aussi des contributions de personnalités, d'écrivains sur le courage et sur la bravoure. On peut applaudir Annie-Laure Banon pour les Braves. Elle est parmi nous. Tu peux te lever. Vous lever, Annie-Laure. Oui. Yes. Ouais. Alors en effet, donc l'art est ici présent sous cette tente grâce à cette très belle sculpture. Il y a aussi l'art à l'extérieur, dans le village, avec notamment une très belle fresque très colorée. Vous avez forcément, elle ne peut pas vous échapper, elle est très colorée, c'est du street art. Et l'artiste, en fait, elle n'est pas tout à fait terminée, elle est en cours et ça devrait être en très bonne voie parce que l'artiste qui est à l'origine de ce travail, il est né en Normandie, il est né d'un père français et d'une mère britannique, tout un symbole. Depuis 2013, il se distingue grâce à un magnifique projet qui s'intitule Share the World, qui lui a permis d'aller un peu partout dans le monde, essentiellement dans les endroits défavorisés, à la rencontre donc des communautés qui vivent dans les bidonvilles, les camps de réfugiés, à la rencontre des populations qui vivent en grande précarité. Et à ce jour, ce n'est pas moins de 170 fresques qui ont été réalisées. On accueille l'artiste Seb Toussaint. Voilà. Alors Seb, il est en tenue de travail. Alors, oui, bonjour Seb à tous. Toussaint, on vous voyait à travers la tente dehors en train de réaliser votre œuvre. Est-ce que, en quelques mots, vous pouvez nous dire en quoi consiste votre projet Share the World? Très sommairement, je vais dans des quartiers très défavorisés dans le monde, des favelas, des bidonvilles, des camps de réfugiés, et je peins des mots que les gens choisissent. Je demande simplement à une personne de choisir un mot qui est important pour elle, et je lui demande pourquoi elle choisit ce mot-là. Tout l'intérêt, c'est ensuite de raconter les histoires des gens, en plus de colorer le quartier, et de s'intéresser à des gens dont on ne parle jamais, des gens qui sont très inaudibles en société, et pourtant qui ont des choses très intéressantes à partager avec nous tous. Et alors, votre travail, il vous emmène dans le monde entier. Vous le savez, la Colombie, c'est l'invité d'honneur de cette deuxième édition du Forum, et on l'a vu tout à l'heure s'afficher, votre œuvre La Passe, donc le mot paix. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, qu'est-ce qui s'est passé en Colombie? Cette œuvre collective, qu'est-ce qui a fait que vous avez pu la réaliser? Déjà, c'est grâce aux habitants. On a vu la photo là, il y avait 16 maisons d'un coup qui ont été peintes. Les habitants se sont concertés et collégialement ont choisi le mot paz pour la paix. J'ai peint cette grande fresque avec l'aide des habitants. Juste alors que l'accord pour la paix allait être signé, c'était dans ce contexte-là. Il y avait un double sens dans ce mot paix. C'était à la fois pour paix dans le quartier lui-même, qui est un quartier assez mouvementé, et aussi évidemment à l'échelle du pays. Suite à cette fresque, j'ai eu des messages de félicitations et des messages sur les réseaux sociaux, tant de la part des FARC que de la part de Juan Manuel Santos, le président colombien à l'époque, qui donc m'ont félicité et ont médiatisé ça. Et ça a donné un gros coup de projecteur sur un quartier dont on ne parle jamais dans le contexte de la paix. J'ai trouvé que l'impact était au-dessus de ce que j'avais espéré à la base. Ouais. L'art, véritable vecteur de paix. Alors vous le savez, dans ce Forum mondial Normandie pour la paix, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous le prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege. Et je sais que vous avez eu l'occasion de travailler dans la région du Kivu. J'ai travaillé de l'autre côté des lacs en Ouganda avec des réfugiés qui viennent du nord et du sud Kivu. Et j'ai peint des mots qu'eux ont choisis, ils m'ont raconté leurs histoires, en effet. Et notamment des femmes qui ont subi des grandes Oui, violences. j'ai eu beaucoup de femmes qui étaient donc sans mari. Beaucoup de maris avaient été tués en fait par des milices, par des Maï-Maï au Kivu. Et les femmes étaient arrivées, elles subi des grandes violences, étaient arrivées avec leurs enfants.
Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'elles prennent très au sérieux mon projet, qu'elles se sont vraiment livrées, qu'elles m'ont raconté des choses très douloureuses à raconter, et donc en quelque sorte sorti d'un silence le temps de cette explication, de l'échange que j'ai eu avec elles. Et c'était très enrichissant pour moi, et ça montre à quel point l'art peut, par exemple, faire sortir du silence des personnes, et puis aussi, j'espère, communiquer sur ce qui s'est passé là-bas, et d'un point de vue des civils, parce que moi je m'occupe des civils qui sont évidemment les grandes victimes de tous ces conflits. Donc effectivement, vous avez prononcé le mot clé, le mot silence. C'est ce que le docteur Mukwege nous disait hier, c'est la double peine. Non seulement on a subi des violences, mais en plus on doit se taire, on doit garder le silence pour l'honneur. Donc votre travail, un des buts, c'est justement de tacler l'oubli, le silence, et ainsi devenir un véritable outil qui attire la lumière et aussi les médias, ce qui est très important. On peut applaudir Sepp Toussaint. Bravo, Sepp Toussaint. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Et on Merci vous laisse beaucoup. poursuivre votre œuvre. Merci. Alors, mesdames et messieurs, la personne qui s'apprête à nous rejoindre sur scène est une figure majeure de la vie politique française. Il a été Premier ministre et dorénavant, il prolonge son engagement à travers une ONG, une fondation qu'il a créée, qui rassemble pas moins de 25 leaders du monde entier. La conscience de la guerre est un préalable à la paix. Nous n'avons pas la prétention de résoudre les conflits. Nous n'avons pas l'arrogance de penser que notre expérience est supérieure. Nous cherchons ensemble des chemins nouveaux pour la paix. À la lecture de ces quelques mots, on mesure à quel point l'esprit qui sous-tend leader pour la paix est en parfaite symbiose de pensée avec l'esprit de Normandie pour la paix de ce forum. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Jean-Pierre Raffarin. Bonjour. Moi, je me sens bien ici. J'ai tellement de respect pour chacun des intervenants et toutes les personnalités que je vois, parce qu'au fond, ce que nous faisons les uns et les autres, c'est tout petit par rapport à ce qui est fait par un certain nombre de personnalités ici présentes. Et donc, je voudrais dire à Hervé Morin combien je trouve important qu'il y ait en France comme ça un rendez-vous annuel où on puisse retrouver tous ceux qui se battent, quelle que soit la dimension de leur combat, qui se battent pour la paix et pour, au fond, donner à notre monde le destin qu'il mérite. Et c'est, je pense, important que la Normandie, avec son histoire, mais aussi avec sa détermination et le futur qu'elle veut regarder en face, je crois que c'est très important qu'ici se crée cette habitude de rencontre, de penser ensemble la paix. Merci de nous donner, cher Hervé et chère Normandie, cette belle occasion de marcher ensemble vers la paix. J'ai le bonheur d'animer une ONG qui est un peu originale puisqu'elle regroupe une trentaine de personnes qui, au fond, une par pays, représentent un certain nombre de nations, mais au fond, de manière très libre, puisqu'il s'agit de responsables qui ont pris quelques distances avec leurs responsabilités. Il y a 7 anciens premiers ministres, 7 anciens ministres des Affaires étrangères, 2 prix Nobel, 2 anciens patrons d'organisations multilatérales, un certain nombre de diplomates, des professeurs, un certain nombre de personnalités qui ont décidé de travailler ensemble et de jamais quitter la sable par colère ou par humeur. Et donc, l'Iranien écoute l'Américain, qui doit écouter le Russe, qui entend le Chinois, et l'Israélien, le Palestinien. On est ensemble, on se parle et on se respecte. C'est une culture du respect. Et on essaie, on va voir si ça marchera, nous croyons que ça peut marcher, mais on essaie de faire en sorte que ce groupe-là, au fond, crée une ambiance de respect qui puisse être contagieux. Et c'est, je pense, la vision même de cette organisation d'être une sorte de modèle réduit d'un Conseil de sécurité, monsieur le secrétaire général, avec des ambitions naturellement très modestes, mais qui nous permet, au fond, de parler avec liberté, avec un peu plus de liberté que quand on est en responsabilité, avec des marges de négociation qui apparaissent parce qu'il y a un peu de distance, et au fond, de pouvoir fournir aux uns et aux autres des perspectives peut-être pour faire avancer les médiations. C'est le travail que nous faisons. Au fond, on a 4 convictions communes pour structurer cette démarche. D'abord, je vais très vite là-dessus, mais c'est quand même
préoccupant de voir la gravité de la situation internationale. Moi, voilà plus de 40 ans que je fais de la politique. Je n'ai jamais vu quand même un monde aussi dangereux, avec autant de tensions en ce moment, mais aussi de tensions à venir, avec un certain nombre de sujets dont on voit que les dimensions peuvent être très importantes, que ce soit les changements climatiques, les migrations. Enfin, nous avons un certain nombre de défis qui sont d'une importance majeure et qui, naturellement, nous préoccupent tous. Et au fond, on est bien loin, là, aujourd'hui, de cette vision d'Emmanuel Kant et de paix perpétuelle. Au fond, en dehors de deux bonnes nouvelles qui sont, je trouve, ces deux consensus sur, d'une part, l'émergence des femmes et d'autre part, l'avenir de la planète, qui sont deux forces qui apparaissent en ce moment, qui sont des forces très consensuelles au niveau du monde. Il y a quand même deux points d'appui là qui sont en train d'émerger, mais tout le reste est souvent assez sombre. Première idée, première conviction, la gravité nous oblige. Deuxième idée, la paix ne tombe pas du ciel. Il y a des écoles de guerre partout. Il n'y a pas beaucoup d'écoles de paix. Et pourtant, la paix, c'est un travail. Ça ne vient pas tout seul. Et au fond, c'est un travail de culture, c'est un travail de compréhension, c'est un travail technique, c'est un travail stratégique, c'est un travail politique. Et c'est, je pense, très important de mesurer qu'il y a à travailler, y compris, on le disait tout à l'heure, Monsieur le Secrétaire général, dans la diplomatie, dans les procédures, des nécessités d'innovation, d'inventer, par la pratique, par la compétence, par l'expérience, d'inventer de nouveaux process pour éviter les routines qui, quelquefois, ne nous permettent pas de sortir des difficultés. Pour cela, notre ONG a fait deux choses. D'une part, on a créé une université itinérante de la paix. Nous sommes donc plusieurs à nous déplacer plusieurs jours dans un pays. On vient de le faire en Côte d'Ivoire avec des dialogues avec les autorités, des débats avec les jeunes et un certain nombre d'organisations, d'ateliers qu'on appelle des Peace Labs, qui sont des réunions extrêmement rapides où les personnalités les plus compétentes, les plus savantes, n'ont que 5 minutes pour s'exprimer, de trouver des points communs avec les autres, et on arrive à créer comme ça une dynamique qui est en effet très fertile. Pour vous donner un exemple, nous parlions en Côte d'Ivoire des femmes et de l'action publique et de leur émergence, et tout le monde était sur le concept de parité. Puis il y a quelqu'un qui dit dans cette réunion comme ça très rapide, mais on pourrait aussi dépasser le concept de parité par un autre concept qui est le concept de l'alternance, quand il n'y a qu'un seul poste. Au fond, de donner à la parité une dimension dans le temps et de se dire qu'avec l'alternance, on peut permettre aux femmes de préparer les échéances. Et quand les postes sont très importants, il faut naturellement une préparation nécessaire. Et au fond, l'idée de l'alternance, et c'était à propos de l'ONU, on disait peut-être qu'un jour on pourrait penser à des sujets comme ça. C'est assez difficile quand il y a une seule place de dire un homme, une femme, mais de se dire finalement, on a besoin d'un management masculin, on a besoin d'un management féminin, ce n'est pas tout à fait les mêmes, ce sont des alternances qui peuvent apporter de la fraîcheur, construisons un certain nombre de process de cette nature. C'est des propositions qui sont comme ça, issues de débats qui sont quelquefois créatifs. Troisièmement, la violence est pour nous, avec la guerre, en fait, sont deux sœurs jumelles. C'est, je crois, très important de bien mesurer qu'aujourd'hui, la montée de la violence est extraordinairement préoccupante. Et on la voit partout. Et on la voit même dans les propos des chefs d'État. Très franchement, moi je sens que je suis blessé quand j'entends M. Trump, en Angleterre, parler des chaînes de l'Europe. Cette brutalité, cette violence ne peut que générer de la violence. Il faut commencer par les propos, par les attitudes, par le respect. Et cette violence que l'on voit partout aujourd'hui, évidemment, sur les réseaux sociaux, mais en plus, quand elle commence à devenir le mode d'expression des chefs d'État, ça devient extrêmement dangereux. La violence, c'est le début de la guerre. La violence, c'est le début de la guerre. Et donc, il faut apaiser, il faut faire en sorte qu'on soit sur ces sujets-là beaucoup plus attentifs, au fond, à cette nécessité de paix. Et je trouve vraiment qu'aujourd'hui, il y a des fortes inquiétudes sur ce sujet. Et puis, notre quatrième conviction, c'est que la maison du dialogue, le dialogue qui est nécessaire pour toute démarche de paix, on le trouve au fond dans le multilatéralisme. Et Hervé Morin m'a demandé de vous présenter notre rapport annuel, qui est un rapport qui a été rédigé par l'ambassadeur Pierre Vimont et qui a été adopté par Leader pour la paix dans son collège. Et au fond,
nous avons essayé de travailler sur le multilatéralisme et sur ce que nous pouvons essayer de faire, de proposer pour donner un nouvel élan au multilatéralisme. On sent bien que sur ces sujets, il y a là à travailler. On voit bien que le multilatéralisme aujourd'hui est menacé. Il est menacé parce que, au fond, il apparaît quelquefois inefficace, parce que les procédures sont lourdes, sont quelquefois bureaucratiques, que les grandes organisations apparaissent comme assez lourdes, et donc on craint que ces structures-là, au fond, ne soient pas efficaces. On conteste aussi la légitimité, puisqu'au fond, l'appareil multilatéral a été bâti au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que l'Afrique n'était pas l'Afrique d'aujourd'hui, l'Asie n'est pas l'Asie d'aujourd'hui. Et on voit bien qu'il y a là aujourd'hui un certain nombre de problèmes qui sont posés par la représentativité des organisations multilatérales. Et donc, ça veut dire qu'il faut faire un certain nombre de réformes. Mais ça, c'est évidemment compliqué depuis le temps que nous parlons de la réforme du Conseil de sécurité. Nous voyons bien que tout ceci est d'une extrême complexité. Mais néanmoins, il faut que ces structures puissent être représentatives. Et aujourd'hui, elles sont pour un grand nombre de peuples trop marqués par la domination de l'Occident. Et puis, il y a aussi ces regains du nationalisme qui imputent toujours maintenant au multilatéralisme les problèmes économiques, sociaux, politiques que les pays rencontrent et vont chercher naturellement le bouc émissaire. Alors, faut-il condamner le multilatéralisme? Bien sûr que non, puisque on voit bien que derrière le multilatéralisme et son affaiblissement, qu'est-ce qui apparaît? C'est l'unilatéralisme, et c'est cette logique-là du rapport de force permanent, du rapport de force à 2 qui à un moment finit mal. Ce qui se passe actuellement entre la Chine et les États-Unis est extraordinairement préoccupant. Cette montée de la violence, violence technique, puis violence verbale, puis l'ensemble de processus qui sont une accélération. Et on sait bien que quand ces climats sont créés, les opinions publiques sont mobilisées. Et puis un jour, c'est peut-être pas forcément une grande stratégie qui déclenche les hostilités. Quelquefois, une seule erreur peut déclencher l'hostilité. Quand les bombes de gaz sont assemblées, toute étincelle devient vraiment une menace particulièrement puissante. Et donc, il y a là, je crois, un travail qui est bien pour nous de comprendre que ce multilatéralisme, il faut essayer de faire comprendre que le multilatéralisme, et nous avons vu un peu le débat à propos de l'Union européenne ces derniers moments, au fond, il y a complémentarité entre la souveraineté et le multilatéralisme. Il n'y a pas incompatibilité. On veut installer dans les esprits qu'on serait ou multilatéral ou souverain. Mais la souveraineté, aujourd'hui, peut s'appeler l'influence, peut s'appeler la capacité d'entraîner les autres. Qu'est-ce qu'on va faire, nous, seuls, aujourd'hui? Moi, j'ai trouvé une idée brillante récemment dans la diplomatie française. C'est quand le président de la République reçoit le président chinois, qu'il s'entoure de Mme Merkel et de M. Juncker à l'Élysée. Là, il y a un rapport de force qui s'installe. Et ça, c'est de la bonne diplomatie. C'est la capacité d'essayer de montrer que par les alliances, on peut avoir plus d'influence, plus de poids, et qu'au fond, en s'élargissant, on peut se renforcer. Et la fermeture n'est pas toujours la solution de la fermeté. Et cette capacité-là à inventer de nouvelles formes est très importante. Alors, nous avons travaillé sur un certain nombre de perspectives et d'orientations. D'abord, comment faire en sorte qu'on renforce pour le multilatéralisme tous les processus d'inclusivité. Deuxièmement, qu'on renforce, ça a été dit tout à l'heure, je passe très vite sur les actions de prévention. Et enfin, qu'on établisse un nouvel espace politique pour faire en sorte que la diplomatie, que les relations internationales soient plus partagées par les sociétés civiles, par les opinions publiques. Le grand danger, c'est le manque d'information des opinions publiques qui font que finalement, l'expertise des relations internationales est limitée entre quelques mains, qui n'est pas toujours partagée dans l'opinion publique. Et dans les démocraties, quand l'opinion publique n'a pas accès aux informations, aux éléments du débat, il faut être particulièrement vigilant. Et donc, il y a là des orientations qui sont développées dans ce rapport. Mais nous avons cherché une application concrète à cette réflexion. Et nous l'avons trouvée dans cette idée de sécurité collective dont on voit bien aujourd'hui qu'elle est souvent la source des conflits, la recherche de sécurité. Et on prend un exemple dans ce rapport, on a développé pourquoi la sécurité collective, on développe la légitimité de cette approche, mais on essaie d'aller plus précisément dans une approche régionale et on prend l'exemple de ce qui se passe à l'est de l'Europe. À l'est de l'Europe, quand vous pensez qu'on a distribué en Suède un petit livret à tous les habitants de Suède pour savoir comment se comporter dans l'hypothèse d'une guerre prochaine
avec la Russie. C'est-à-dire que l'opinion publique suédoise est persuadée que dans son avenir, elle a une guerre avec la Russie. Et donc, naturellement, on connaissait les opinions des pays baltes, on connaissait les opinions de la Pologne, mais on voit que dans tout cet arc est de l'Europe, on craint la guerre avec la Russie. Et de l'autre côté, la Russie est persuadée, ou en tout cas développe les arguments, que l'OTAN est organisée pour essayer, un jour ou l'autre, de pouvoir avoir une agression. On est dans une situation aujourd'hui que nous avons connue dans d'autres temps, mais qui est une situation particulièrement préoccupante. Et au fond, l'avenir de l'Europe dépend en grande partie de la sécurité à l'est de l'Europe, et notamment la capacité que la frontière est de l'Europe soit une frontière pacifique. Pour cela, évidemment, le dialogue avec la Russie est nécessaire, mais pour cela, il faut pouvoir l'établir dans un contexte difficile. L'Ukraine, les conflits gelés, un certain nombre de sujets, la Moldavie, l'Arménie, tout ça sont des sujets difficiles, mais si on ne les traite pas et si on ne va pas les chercher, on va trouver à nouveau des difficultés. Et là, la proposition qui est faite, c'est de revenir à l'occasion de l'année 2020, voilà, qui est le 30e anniversaire des accords d'Helsinki, et de revenir à cette conférence d'Helsinki de 1975, où d'abord un certain nombre de principes, il y avait 10 principes qui avaient été définis, des principes qui pourraient être aujourd'hui discutés et qui pourraient aujourd'hui faire une base de discussion entre les différents partenaires, mais surtout pour la sécurité collective. Parce que ce que les peuples demandent principalement, c'est de pouvoir vivre en sécurité. Et là, nous proposons qu'il y ait une approche à long terme, une approche de sécurité collective, et qu'on reparte, non pas dans le système d'Helsinki complet, avec les corbeilles, encore qu'il y avait des intérêts à avoir ces discussions-là, où on séparait les questions politiques, des questions liées à l'économie, par exemple, mais qu'il y ait toute une méthode qu'on puisse essayer de redévelopper en essayant de construire une perspective de paix, une perspective de sécurité sur le long terme. Ça veut dire qu'il faut relancer des discussions, par exemple sur les dossiers qui sont gelés, en particulier donc, les questions sur l'Arménie, sur la Moldavie, partout où il y a eu des élections, notamment récemment, et puis essayer de jouer un certain nombre d'ouvertures, essayer aussi dans la corbeille économique, d'essayer à l'Est de voir comment l'Europe pourrait essayer de bâtir un partenariat économique, même mineur au départ, avec l'Union économique eurasiatique. Enfin, un certain nombre de sujets sont listés dans le rapport pour essayer de trouver une base de discussion sur les sujets qui pourraient faire l'objet sur le long terme. Ce sera naturellement très difficile, mais si on n'a pas cette logique-là, et si on ne raisonne qu'avec des processus de sanctions, et si on raisonne finalement que par des escalades de brutalité, finalement, on se prépare un destin qui est un destin très difficile. J'entendais tout à l'heure dans la table ronde, vous étiez plusieurs à dire qu'il fallait naturellement accepter l'adversaire, en tout cas pouvoir le comprendre, en tout cas pouvoir l'écouter et faire en sorte que naturellement on puisse engager le dialogue. Pour cela, il faut trouver les sujets sur lesquels on peut initier un certain nombre de dialogues. Là, il y a une feuille de route qui est une idée parmi d'autres, mais qui est une idée qui veut dire que pour relancer le multilatéralisme, la dimension régionale est quelquefois importante quand elle est appliquée à une préoccupation de l'opinion très importante. Et c'est vrai que la sécurité a un domaine régional souvent assez calibré. Et là, on peut associer un certain nombre de partenaires de la région tout autour pour avoir un dialogue qui est un dialogue plus important et donc un dialogue qui peut permettre un débouché. Car au fond, et je termine par cela, ce que nous voulons essayer de chercher, c'est de résoudre la perspective du conflit par la création d'un climat de confiance. C'est donc le dialogue qui peut construire la confiance, et c'est la confiance qui pourra amener la paix. Tout cela est très important, et dans notre ONG, ce que nous essayons de faire, vous l'avez compris, notamment avec notre université itinérante de la paix, mais aussi avec un certain nombre d'initiatives, et notamment avec un prix de la petite enfance pour l'esprit de paix. C'est-à-dire que nous avons fait un prix, nous avons mobilisé un certain nombre de moyens pour faire un prix pour toutes les initiatives qui font la promotion de l'esprit de paix chez les enfants de moins de 7 ans. Et on s'est aperçu que dans les kindergarten, dans les crèches, dans les jardins d'enfants, dans les maternelles, il y a beaucoup d'initiatives qui sont très intéressantes. Et l'organisation, l'ONG qui s'appelle Graines de paix, qui a gagné le prix cette année, a fait des opérations, notamment au Mali, notamment en Côte d'Ivoire, particulièrement significatives. Et je suis très heureux de dire, mon cher Hervé, que pour ce prix, nous avons choisi une œuvre d'art et que pour que cette œuvre d'art soit parlante, qu'elle soit forte,
nous avons demandé à Annie-Laure Bannon, qui a créé Les Braves et qui est, parce qu'elle est ici en Normandie, qui est au fond l'artiste qui incarne un peu ce combat pour la paix, et c'est elle qui a fait notre trophée. Je l'en remercie du fond du cœur. Ça crée entre les leaders pour la paix et le Forum mondial une relation de fraternité que je suis heureux de saluer. Merci à tous. Bravo. Des liens d'amitié précieux entre chacun des acteurs de ce Forum mondial pour la paix. C'est la fin de notre matinée en plénière. Les débats de l'après-midi commenceront dès 14h. Dès 13h30, la passerelle sera ouverte. La plénière de clôture démarrera ici à 17h30 pile. On vous conseille d'arriver tôt. Les portes s'ouvriront à 17h parce que, François-Xavier? Parce que beaucoup de choses dans cette plénière de clôture, vous l'avez peut-être commencé à le découvrir dans la presse hier, sera dévoilé l'indice Normandie du Parlement européen, un tout nouvel indice pour mesurer la conflictualité dans le monde. Ce sera passionnant. Puis un panel sur comment est-ce qu'on bâtit la paix durable. Beaucoup de surprises aussi. Et puis cette plénière se fera autour de la présence de Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Soyez là dès 17h30, ouverture des portes à 17h.